Vous avez vécu un calvaire, un viol le 11 novembre dans le hall de votre immeuble. J'entends des bruits de pas courir derrière moi et en fait je me retrouve plaquée au sol. Une jeune femme qui a été très peu soutenue, qui s'appelle Claire Géronimi. Vous prenez la parole sur RMC pour dénoncer l'insécurité dans laquelle vivent les femmes au quotidien. Éclat, un mot à double tranchant qui symbolise à la fois brisure et rayonnement, cassure et sentiment. Je suis Claire Géronimi et à la suite de mon agression, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités inspirantes pour mettre en lumière leur vision féminine si singulière. Femmes politiques, journalistes, psychologues, avocates ou encore victimes échangeront avec moi sur leurs sentiments et leurs interrogations de notre place dans la société. Je désire également mettre l'accent sur leurs histoires marquantes afin de vous fournir, chères auditrices et auditeurs, les clés vers votre propre éclat. Bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Aujourd'hui, j'accueille au micro d'Éclat de femmes Romain Carrière, qui est professeur et coach de self-défense depuis un petit peu plus de 10 ans. Il vient exprès de Aix-en-Provence pour vous partager son expérience, donc j'espère que l'épisode vous plaira. Donc je vous souhaite un très bon épisode et bonne écoute. Bonjour Romain, bienvenue sur le podcast Éclat de femmes. Bonjour Claire. Je voulais vraiment t'inviter sur ce podcast parce que tu es professeur de self-défense depuis un petit peu plus de 10 ans. Et je trouvais ça intéressant justement que tu parles en tant qu'expert sur ce podcast parce que j'ai beaucoup de victimes qui nous écoutent et également des victimes qui prennent la parole. Donc écoute, bienvenue. Merci à toi. Est-ce que peut-être tu pourrais revenir sur ton parcours personnel de pourquoi tu as voulu te lancer en professeur, enfin en cours de self-défense? Ouais. Donc moi à la base je viens du taekwondo, j'étais sportif de haut niveau entre mes 14 et 18 ans. Voilà, donc les sports de combat c'est mon truc. Après ça je me suis engagé dans l'armée, j'ai été sous-officier chez les parachutistes à Carcassonne au 3e RPIMA. Donc là aussi je donnais des cours. Et donc je donnais des cours avant l'armée. Voilà. J'ai passé mon brevet d'état d'éducateur sportif en 2008. Donc je donne des cours globalement depuis que j'ai 16 ans. Donc la transmission c'est mon truc. Donc d'abord dans les sports de combat, ensuite dans l'armée, et donc après mon contrat de 5 ans, j'ai quitté l'armée et donc je suis devenu coach sportif. J'ai passé un autre brevet, un autre BPGEPS et donc des certifications en self-défense. Voilà, et donc le fil conducteur, c'est me sentir utile à protéger la population d'abord, et ensuite à me dire, je n'ai pas la prétention d'être capable de protéger tout le monde, donc je crois en la responsabilité, donc je vais rendre capable, je vais transmettre ce que je sais aux gens pour leur donner des outils pour éviter des drames. Je voulais vraiment revenir sur peut-être ton agression, vraiment, comment ça s'est passé exactement à tes 18 ans? Est-ce que c'était quelque chose dans la rue avec plein de potes, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Et en effet, du coup, alors j'étais pas donc directement visé moi, hein, j'ai pas été blessé, mais en effet donc d'expérimenter cette décharge d'adrénaline et les conséquences physiologiques de la peur. Dans un danger du coup qui est différent de celui de prendre peut-être un KO en compétition, mais c'est cadré, c'est réglé, il n'y a pas d'armes, l'adversaire est tout seul, on a choisi d'être là, c'est la même catégorie de poids, il y a l'entraîneur, il y a les médecins au cas où, voilà. Okay. Il y a du stress, il y a de l'enjeu évidemment, et c'est quelque chose qui s'apprend, et c'est particulier, et donc c'est quelque chose qu'il n'est pas évident donc, d'être capable de faire, donc c'est tout à l'honneur de ceux qui montent sur le ring ou sur un tatami. Mais donc, comme je disais, c'est pas le même étage du cerveau qui gère ça, et donc les conséquences sont différentes. Et donc c'est pour ça que moi, c'est ces facteurs-là que je veux mettre en place dans mes séances et que je veux permettre aux gens d'expérimenter dans un cadre bienveillant pour pas se faire surprendre en situation réelle. Ouais, c'est plutôt le cerveau reptilien justement qui... C'est ça. Et aussi le système limbique, ce qui gère les émotions et les expériences émotionnelles. Alors que le néocortex, c'est celui qui gère l'intelligence, la réflexion et l'analyse. Celui-là, à ce moment-là, il ne fonctionne plus du tout. Il fonctionne plus, et donc c'est le corps qui se met en mode survie, parce que le but est de se sortir du danger. Donc c'est le cerveau de l'action, et donc tout l'enjeu est de ne pas être paralysé donc par la peur et le stress, et d'être tétanisé. Voilà, et donc on peut travailler dessus et rapidement. Ok, et justement aussi tu me disais, je crois qu'on avait discuté, que quand on se fait agresser aussi, notre champ de vision se réduit aussi, c'est ça? C'est une des conséquences, en effet. Il y a la réduction du champ visuel afin de se focaliser sur le danger qui est devant. Le problème, c'est que s'il y a des complices,
peut-être qu'on ne les verra pas. Il y aura aussi des perturbations auditives. Ok. Il y aura aussi des perturbations temporelles. Un événement comme ça où on a eu très peur, que ce soit une agression ou autre, on a l'impression que la scène a duré très longtemps. Ouais. Voilà, donc il y a donc des perturbations temporelles, on a dit, visuelles, auditives, les membres vont trembler, parce que le sang ne va plus que dans les organes vitaux et les gros muscles qui vont permettre de courir très vite pour s'enfuir, ou de frapper très fort, donc l'option combat. Et donc le fait que les membres tremblent, ça fait que la motricité fine, les gestes précis et fins, on ne peut plus compter dessus. Oui, contrairement quand on est sur un ring où justement là on peut réussir à... Alors, donc sur un ring, oui, c'est ça, c'est la motricité donc complexe surtout, Okay. et du coup dans la rue, en cas d'agression, ben, même la motricité complexe va être altérée. Donc c'est uniquement la motricité lourde qui sera efficace. Bref, en gros, donc, des êtres humains qui se battent, ça ressemble plus à des primates qu'à justement une démonstration de kata. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vécu ces situations de violence, pensent que ça se passe comme dans un film d'action et sont influencés justement par, par le côté donc, artistique, spectaculaire, alors que c'est pas du tout ça. Oui, je vois. Non, mais en fait, je le vois aussi dans mon agression. Enfin, même si mon agression, pour le coup, a vraiment duré 30 minutes, hein, et je le vois, j'ai l'impression que c'était 2 heures. 2 heures, voire toute une après-midi. En fait, c'était tellement long. Et même le champ de vision, c'est vrai qu'on ne voit plus rien à part vraiment tout droit. Et moi, je pense que mon agresseur, je l'ai vu au bout de 10 minutes. Bon, après, il était derrière moi aussi, etc. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas tous les gestes qui... Et justement, c'est quelque chose que j'ai pas forcément vu, c'est que il avait peut-être une arme et moi je le savais pas, mais inconsciemment je le sais quand même. Et je pense que c'est vraiment cet effet du champ de vision qui a fait en sorte que je suis au courant dans mon cerveau, mais je l'ai pas vu. C'est très particulier. Enfin, après, chaque victime réagit différemment aussi. Hein, non, mais ce que tu dis est très vrai. Donc beaucoup de gens qui ont pris des coups de couteau n'ont jamais vu la lame. Ouais. Ils ont l'impression d'avoir pris un coup de poing. Voilà. Donc les choses vont très vite. Et si on demande, c'est vrai, donc après coup, à une victime d'agression de tout raconter, c'est très compliqué parce que justement donc, donc ces perturbations et les étages du cerveau qui fonctionnent plus ou moins fait que ça va être très compliqué de relater les choses de façon nette et précise. Ouais. Alors ça, plus le phénomène aussi du coup de dissociation quand on subit la chose et qu'on préfère être ailleurs. Donc c'est vrai qu'au moment de relater les faits, que ce soit au niveau de la police ou de la justice, c'est particulièrement compliqué. Et ça moi-même, je le vois même du coup sur mes stages où je fais vivre des simulations d'agression sous stress. Je les filme pour qu'après les gens se rendent compte de ce qu'ils sont capables de faire. Parce que si juste après je leur demande eux-mêmes de me raconter, ils sont incapables. Ils sont capables de le faire. Donc moi, je préfère parler, c'est vrai, de sécurité personnelle, qui engloberait justement donc, toutes ces notions de pré-conflit, toutes ces choses à mettre en place pour éviter les problèmes, pour protéger sa distance intime, pour donc, dissuader un agresseur. Donc là, on n'est même pas donc, sur des frappes, sur des gestes, on est sur le fait d'être capable de communiquer, de s'imposer, de s'affirmer, de dissuader. Ouais. Et si tout ça n'a pas marché, voilà, l'option, je ne vais même pas parler donc, de self-défense à ce moment-là, parce que oui, on est dans un contexte de self-défense en ce sens où on n'a rien demandé et on vient à nous attaquer, mais la meilleure tactique à adopter quand on ne peut plus fuir et que la communication a échoué, ça va être de prendre l'initiative. Parce que moi, Romain, 1m87, 100 kg, je décide de t'agresser, ta meilleure chance, c'est de me faire quelque chose avant que je te frappe, évidemment. Oui. Ça tombe sous le sens. Oui, sinon tu prends le dessus et puis exactement. C'est fini, quoi. Donc c'est un contexte de self-défense, mais l'option que tu vas prendre toi est une option d'attaque, en fait. Oui. Voilà. Et c'est important, ça, du coup, de le comprendre et de ne pas se programmer à attendre de se faire étrangler pour réagir, à attendre de se faire tirer les cheveux, à attendre de se faire agripper. Non, il y a plein d'indices objectifs avant ça qui nous permettent d'agir et de confirmer que si on attend encore un peu, ça va être une agression. Important de connaître. Le contexte d'une agression, c'est donc en fait c'est le mode opératoire d'un agresseur. C'est ou une embuscade,
ou ce qu'on appelle une interview, donc une prise de contact, Ok. une prise de contact donc en te parlant. Donc l'embuscade n'est possible que si la cible est dans la Lune et déconnectée en fait, de son environnement, ou sinon ça va être une approche, tape à l'heure, tape à un snap, et là ils vont chercher à casser la distance pour pénétrer en fait, l'espace intime pour qu'il y ait agression physique. Parce qu'une personne qui te menace à 10 mètres ne peut pas donc, ne peut pas donc t'agresser. Il faut qu'il y ait cette... il faut que la distance intime du coup soit cassée. Et c'est justement ce qu'on dit des fois où le meilleur moyen au début c'est quand même la fuite. Complètement. Pour fuir, il faut être vigilant, il faut être connecté à son environnement, ce qui va nous permettre en effet de détecter ces signes. Quelqu'un qui n'a rien à faire là, ça se voit. Ouais. Voilà. Donc à partir du moment où l'agresseur potentiel repère sa cible et procède à une phase d'approche, tout ça en fait ça peut être identifié et déjoué. Encore faut-il être connecté. Pas parano, mais juste avoir ses 5 sens en éveil. Ouais, mais c'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'aujourd'hui on est obligé un peu d'être en alerte plus ou moins tout le temps. C'est vrai que c'est fatigant, ça bouffe de l'énergie, mais c'est nécessaire. Oui, peut-être. Alors je veux dire c'est nécessaire, je m'en réjouis pas, au contraire c'est triste, mais en attendant que l'État fasse son boulot... Ouais, on en parlera après justement ça. Voilà, c'est important du coup de s'adapter. Donc pour éviter d'avoir à se retrouver dans une situation physique avec potentiellement une disproportion, parce que en fait le prédateur, qu'il soit humain ou animal, c'est la même chose. Il veut un maximum de bénéfices pour un minimum de risques. Donc s'il n'est pas quasi sûr d'avoir le dessus, en fait il ne s'en prendra pas à toi. Donc ou il est plus costaud, ou il a peut-être une arme, ou il a ses copains pas loin, voire les trois. Ouais. Et donc c'est ça aussi le contexte. Il faut s'attendre à ça. À ce que tu disais là, que du coup tu partais du principe qu'il avait peut-être une arme. Et c'est malheureusement sûrement le cas. Voilà, il faut s'attendre à ce qu'il soit plusieurs, à ce qu'il soit armé. Donc la réponse qu'on va donner à tout ça doit prendre en compte donc ce mode opératoire. On sait comment ils font. Ou c'est une embuscade, ou ils vont essayer du coup de détourner ton attention, ou de t'intimider, se rapprocher, sortir son arme ou pas, frapper, avec un complice qui arrive. Voilà. L'environnement, c'est eux qui l'ont choisi, donc il nous est défavorable, et jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas consentant à la situation. Donc c'est ça le mode opératoire. Et donc l'entraînement, du coup, que je propose, tient compte de ça, et on ne sort pas de ce cadre, parce que c'est toujours comme ça. Ok. Et si je prends l'exemple, imaginons dans mon agression, qu'est-ce que j'aurais pu faire, tu vois, dans le sens où, du coup, je tape mon code de ma porte d'entrée, bon, peut-être déjà, de 1, j'aurais peut-être dû regarder derrière moi, ok. Mais imaginons, du coup, ça arrive. Ce qui s'est passé, c'est que, du coup, le mec m'a sauté dessus et on est tombés tous les deux à terre. Comment se libérer de ça ? C'est quand même assez compliqué, au final. Oui, alors, je ne dis pas que toutes les agressions donc peuvent être évitées, je prétends pas ça, mais c'est vrai qu'en mettant en place un plan d'action, on peut limiter. Alors, donc depuis combien de temps il te suivait ? Ça, on ne sait pas. Voilà, donc à partir de quand donc, il t'avait repéré. Et c'est vrai que quand on entre ou quand on sort d'un lieu, c'est un moment où on est vulnérable parce que où on sort les clés, où on tape le code, donc ils en profitent. C'est un moment où forcément on est obligé de se focaliser sur autre chose. Et ils cherchent la facilité. Donc, et c'est sûr qu'une agression par derrière, qu'on n'a pas vu venir, oui, ça va être compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. C'est une agression vraiment, alors c'est les cas les plus... C'est quand même compliqué, c'est vrai que là, pour le coup... Après, et là, du coup, ça fera la différence entre quelqu'un qui sera entraîné et donc quelqu'un qui ne l'est pas. C'est que au lieu de se débattre et de bouffer son énergie avec des gestes qui ne feront pas de dégâts, au moins donc, de savoir où frapper, de penser à crier, parce que c'est ça qui va libérer l'énergie. Mais du coup, c'est vrai que je reste humble en disant que même si on applique du coup, ces solutions à la lettre, c'est pas garanti de s'en sortir. Voilà, donc c'est le message que je veux faire passer, c'est on maximise les chances de s'en sortir, mais le 100% n'est pas possible. Oui, ça n'existe pas. Est-ce que toi, tu as eu des retours justement d'élèves qui se sont fait agresser après tes cours ou justement après que tu aies fait tes cours et quels ont été vraiment les retours plus ou moins
Enfin, tout dépend en fonction de l'agression ou pas. Mais... Donc après 10 ans d'enseignement, oui, j'en ai eu. Sur la majorité de ces retours, on constate que juste le fait de s'affirmer avec une posture ancrée, en protégeant sa distance avec les mains devant et en criant, ça a pu mettre un stop à la majorité des problèmes qui auraient pu dégénérer. Donc ça confirme bien qu'ils cherchent la facilité. Et dès qu'ils voient qu'il y a potentiellement de la résistance, autant passer à une proie plus facile que malheureusement ils vont trouver rapidement. Donc oui, donc ça montre que ça marche, que juste le fait voilà, donc d'être capable de crier. Et donc j'insiste là-dessus parce que c'est ce que certains participants et surtout participantes ont le plus de mal à faire. Frapper à la limite ça va, mais crier. Voilà, être capable de faire fi justement de du jugement, du regard des autres, et en fait oui, de mettre un peu donc la pudeur de côté. C'est vrai qu'on a grandi toute notre vie, et les femmes en particulier, en disant qu'il ne fallait pas crier, qu'il ne fallait pas s'exprimer même, voilà, qu'il faut intérioriser, qu'il faut garder pour soi. Bon, déjà c'est pas très simple parce que ça crée des maladies, voilà. Et donc moi là, j'arrive et je dis aux gens que en fait il faut faire tout l'inverse, qu'il faut se mettre à hurler. Mais c'est libérateur, et donc certains ont plus de mal que d'autres, mais je ne les laisse pas partir tant qu'ils ne sont pas capables de crier. Et quand ils arrivent à le faire, alors donc certains, ou en effet ça les fait pleurer, ou d'autres, en tout cas, ils disent mais j'ai sorti une boule que j'avais en moi pendant des années. C'est dingue. Voilà, donc, et j'ai aussi donc, le cas le plus médiatique, donc Henri Lancelem, le héros au sac à dos du Landancy, qui avait en effet suivi un stage 1 ou 2 ans avant les faits, voilà, et donc il m'a confirmé que c'est quelque chose qui a pu l'aider à agir ce jour-là. C'est quoi exactement déjà l'histoire pour rappeler c'était un attentat sur le lac d'Annecy, un individu qui a commencé à poignarder des bébés dans les poussettes. Voilà, c'était un étranger, je ne sais pas si c'était légal ou illégal, mais bref, voilà, un pseudo-réfugié voilà, qui a commencé à poignarder des bébés. Et il se trouve qu'Henri était là, et puis du coup il a intervenu en faisant justement barrière avec son sac à dos, parce que l'individu était armé, donc il a permis de limiter le nombre de victimes avant que les forces de l'ordre n'interviennent et neutralisent l'individu. Donc, et donc au final ça résume un peu donc, mon enseignement, c'est-à-dire que je vais transmettre des techniques, mais je vais surtout, le point clé c'est libérer un peu la bête sauvage qu'on a en nous, cette capacité à utiliser la force dans les moments qui sont nécessaires. Voilà. Et c'est vrai qu'on a quand même été conditionné à être passif, à se soumettre, à baisser les yeux, à dire que même en fait pour défendre notre vie, la violence c'est pas bien quand même. Parce que c'est à l'État de le faire. Mais non, moi je pense que c'est plutôt sain de se dire que tant que la police n'est pas là, il faut qu'on soit capable de se protéger. Parce que sinon, donc ça veut dire qu'on est juste des proies et des victimes en attente. Et c'est pas possible ça. Donc même si on a le temps d'appeler la police, ils vont mettre donc potentiellement quelques minutes à arriver. Donc, on a le temps de mourir 10 fois en fait. Exactement, c'est ça. Donc c'est pour ça que compter sur la police, compter sur les personnes qui nous sur les gens autour, aussi. C'est bien, mais être capable soi-même de se protéger, c'est mieux. Et qu'on soit un homme pour à terme défendre sa famille, ou une femme pour à terme donc défendre aussi ses enfants. Et donc c'est bien de pouvoir compter sur quelqu'un qui est là, mais il faut toujours compter que par soi-même. En vrai, c'est ça. Quand on voit toutes les agressions qu'il y a dans le métro, les agressions sexuelles, etc. Les gens déjà ne bougent pas. En fait, c'est ça, parce qu'ils se disent toujours qu'il y a quelqu'un qui va être un petit peu plus fort pour défendre la personne, et au final, on entend tellement d'histoires de femmes qui se font violer dans le métro, alors que dans des métros bondés en plus. C'est ça. Donc loin de moi l'idée de les excuser, au contraire, ce sont des situations qui me révoltent, mais si on réfléchit comme ça, on peut dire, si les gens ne sont pas capables de se défendre, comment on peut attendre qu'ils défendent les autres ? Du coup, plus personne se défend et plus personne ne fait rien. C'est ça. Donc, déjà, on sait que c'est une situation où il y a un stress physiologique. Et en plus, j'ai tendance à penser qu'il y a un stress juridique. Si tu es violent face à un individu qui... donc c'est même pas qu'il le mérite, mais en effet, pour faire stopper un crime ou un délit, tu auras potentiellement des comptes à rendre, à te faire condamner, à payer une amende et à avoir une peine de prison. Donc même si c'est avec sursis, c'est sûr que ça dissuade. Moi, je reviens encore sur mon agression, mais au moment où, à un moment donné, j'ai pris un bout de verre dans la main et je voulais l'étrangler. Enfin, je voulais lui couper la gorge, genre vraiment.
Et je me suis dit, mais en fait, si je lui coupe la gorge et c'est lui qui meurt, qu'est-ce que je fais ? En fait, c'est moi qui vais finir en prison. Donc, en fait, non, on va éviter. Bon, après, il y a aussi eu la question de force, de positionnement, où j'ai pas pu le faire non plus. Mais mon cerveau, en plus de ça, réfléchissait tellement vite dans ces circonstances-là. Mais il y a quand même cette idée qui m'a traversé la tête de « Ah, bah, en fait, si c'est lui qui meurt au lieu de moi, moi, je vais finir en prison toute ma vie. » Donc, Après, du coup, dans ce cas de figure-là, où en fait, tu ne peux pas faire autrement, et il y a une disproportion manifeste, parce que c'est un homme qui est plus costaud. Oui. Donc toi, tu fais ça pour te dégager. Tu fais pas ça parce que tu as l'intention de le tuer. Donc Totalement. si la conséquence, c'est qu'il décède, la légitime défense peut quand même être reconnue. Mais, Totalement. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se rend compte voilà, qu'il y a ce truc quand même qui pèse dans la balance et dans les choix des gens au moment de se défendre. Et ça, c'est pas très sain et les agresseurs en profitent. Typiquement, donc si je te prends toi, c'est vrai que pour me frapper et me mettre KO, ça va être compliqué. En revanche, si tu es déterminé, que tu avances sur moi en criant et que tu essaies de foutre tes doigts dans mes yeux avec tes deux mains, si un de tes doigts touche mon œil, je pense que ça va me faire mal et que pendant quelques secondes, je ne pourrai plus voir. Donc je ne peux plus combattre pendant quelques secondes. Donc tu peux t'enfuir. Voilà. Et ça, c'est pas compliqué à faire. Et donc c'est le type de geste que je vais transmettre donc, dans le temps des 3 heures. T'as jamais eu des élèves qui t'ont déjà fait genre super mal, justement? Alors, du coup, ils ne le font pas vraiment sur mon visage. Mais donc, on a des cibles, on a une feuille avec le visage d'un individu agressif. J'ai aussi une sorte de patte d'ours en forme, justement, de visage humain. Et ensuite, ils le font sur moi-même, qui est un casque avec une visière. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont quand même expérimenté le fait d'appliquer ces gestes avec le maximum d'intention possible, voilà, en visant les yeux. Donc ce qui est bien, c'est que quand justement cette simulation d'agression elle est bien faite et qu'elle génère du stress, ça trompe le cerveau qui ne fait pas la différence avec une situation réelle. Voilà. Donc là c'est la force un peu du truc. Donc s'acharner sur les yeux et entre les jambes, que ce soit avec la main, que ce soit avec le genou ou le pied, donc selon la distance. Voilà, si on est déterminé, qu'on donne tout ce qu'on a, mais en fait, quand on frappe, il faut frapper avec tout son cœur, avec toute son âme, avec toutes ses tripes, quoi, que justement que cette rage de vivre s'exprime au point, donc ce que je dis, moi, c'est d'amener les boules dans la gorge, quoi. Voilà, tu frappes, et là, ça va créer, suffisamment de douleur pour que de façon temporaire, il ne puisse plus combattre, et donc tu puisses te mettre en sécurité. Voilà. Mais c'est vrai que c'est cette capacité du coup à passer de 0 à 100 et les individus sains ont du mal à comme ça se dire je vais faire mal à un autre être humain. Donc même s'il me veut du mal, voilà, on a cette répulsion naturelle à s'entretuer en fait. Et donc quand on observe le monde animal, c'est la même chose. Quand un lion veut prendre le territoire d'un autre lion où il a sa lionne et ses lionceaux, on pourrait penser que celui qui défend son territoire, il va se battre jusqu'à la mort. Mais c'est même pas le cas. On a l'impression qu'ils se mettent 3 coups de griffe et du coup celui qui avait donc son territoire, il se barre. Donc l'autre va tuer les lionceaux. Oui, et puis là... Ouais, mais parce qu'ils ne sont pas programmés pour s'entretuer, parce que ça conduirait à l'extinction de l'espèce. Voilà. Nous, c'est un petit peu pareil. Donc mon but, c'est de faire en sorte que les individus gentils, sains, qui n'ont rien demandé, dans cette situation extrême, c'est de vaincre cette répulsion et de dire, pour de bonnes raisons, par amour, je vais m'acharner sur ses yeux et je vais frapper entre les jambes, qui sont des zones quand même, qui pourraient s'apparenter à de la mutilation quand même. Merci à vous d'avoir écouté cet échange entre femmes. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, nous serions ravis de connaître votre retour et n'hésitez pas à nous mentionner en story sur les réseaux sociaux. Pour découvrir les nouveaux épisodes d'Éclat de femmes chaque semaine, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous pensez que cela pourrait intéresser l'un de vos proches, je vous encourage à le partager avec lui. À très vite!